Moi, ça me fout la haine en fait, parce qu'il gagne la Ligue 1 avec un jeu dégueulasse, avec des joueurs imbuvables, avec un coach insupportable. Son Espagne, c'était le stéréotype de ce qu'on voit en Liga ces dernières saisons. Un jeu préfabriqué où il n'y a pas la place pour la créativité et je vois pas ce qui est impressionnant là-dedans. Après le Barça, il n'y a plus rien. Bah, il a fait une sélection espagnole dans les... Enfin, pardon. Enfin, non. Non, oh la démonétisation carrément. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Ça y est, c'est officiel, Luis Enrique est le nouveau chef de l'édifice parisien et cette fois-ci, la rénovation du projet devra aller bien au-delà de la façade, des fondations à la charpente. Les travaux sont lourds et c'est bien pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de débattre des chantiers qui attendent Luis Enrique avec le PSG. Et évidemment, j'ai convoqué avec moi l'architecte de l'éditorial de 90 minutes. J'ai nommé Quentin Gesp. Comment ça va, Quentin ? Ça va bien, belle introduction. On a bien travaillé les charpentes. C'est beau, le vocabulaire y est. Bon, bah cool. Et évidemment, sur tout chantier, on a toujours besoin d'un entrepreneur. J'ai nommé David Diamant. Comment ça va, David ? Magnifique. Bravo, Alex, pour cette magnifique introduction à la hauteur du chantier du PSG et des énormes travaux qui attendent le PSG. Très excité d'en parler avec vous. Donc déjà dans un premier temps, je vous propose au sommaire de cette émission de débattre du choix de Luis Enrique à la tête du PSG. Je sais que vous n'êtes pas très chaud sur cette nomination, donc on va en débattre parce que moi je suis plutôt hypé, mais comme d'habitude, chaque été. Ensuite, on débattra des deux chantiers en fait, primordiaux qu'on a établis tous les trois. Dans un premier temps, le renouvellement de l'effectif et la refondation un petit peu de cette équipe du PSG avec des nouveaux leaders. Et dans un deuxième temps, en fait, c'est le lien qui doit être renoué entre l'équipe du PSG, entre le club du PSG et ses supporters. C'est deux gros chantiers qui, pour nous, attendent Luis Enrique et je vous propose d'en débattre. Mais évidemment, comme je vous ai toujours demandé à chaque émission, c'est de liker, de commenter cette émission, de nous envoyer du love, de nous partager parce que c'est ce qui nous fera grandir le plus. Évidemment, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche, vous connaissez les refrains. Est-ce qu'on est parti, les gars ? On a eu le 1K. On a lu, ouais, oui. on fait Merci pour la vidéo. Voilà. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup pour la force que vous nous avez donnée sur la dernière émission. On a eu beaucoup de bons retours. On a dépassé notre premier K de followers, donc nos 1000 premiers followers. Vraiment, on vous remercie du fond du cœur. Vraiment, ça nous touche et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour continuer avec la même passion. Est-ce que maintenant qu'on a remercié tout le monde et qu'on a appelé un petit peu au like, est-ce qu'on peut commencer cette émission, messieurs ? Vous êtes chauds ? On y va, c'est parti. Allez-y, sortez la sulfateuse. Je vais te lancer, Quentin, en premier. Pourquoi Luis Enrique, selon toi, est un mauvais choix pour le Paris Saint-Germain ? Je dirais pas que c'est un mauvais choix. Je dirais que Luis Enrique est un entraîneur qui est plutôt bon et réputé. Cela dit, ça se base principalement sur des résultats qu'il a obtenus grâce à une génération dorée du Barça, avec un trio offensif qu'on n'a jamais égalé ces dernières saisons en Europe. Avec un Luis Suarez au meilleur de sa forme, un Messi au pic de sa carrière et un Neymar qui était dans un objectif beaucoup plus professionnel, je dirais, et dans un cadre où il s'inscrivait dans le collectif principalement. Donc c'est des résultats qu'il a obtenus aussi grâce à son travail, c'est qu'il a réussi à créer une osmose dans un effectif donné, mais dans un cadre où tous les joueurs poussaient dans le même sens, avec le même objectif commun. Et depuis, j'ai du mal à retrouver le Luis Enrique qu'on nous a vendu comme étant un disciple de Guardiola, quelqu'un qui soit quasiment au même niveau qu'un Guardiola. Et ces expériences suivantes, et je pense notamment à ce qu'il a fait avec la sélection espagnole, me fait pas bondir de joie en tout cas au moment de sa domination au PSG. Attends, mais à qui elle l'a vendu comme un disciple de Guardiola ? Quand il arrive au Barça, c'est justement pour casser le tiki-taka de Guardiola et de Tito Villanova. Je parle pas forcément de son style. Pas forcément de son style, mais je parle surtout de le next entraîneur espagnol. Quoi, exactement, de son potentiel, on va dire, principalement. Ok, genre, je sais pas, mais bon, c'est ton avis, je le respecte. Entendu. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. C'est que après son parcours au Barça,
on s'est dit, ok, il va avoir une suite de carrière incroyable, il est dans les grands clubs, etc. Combien de fois il a été pas mentionné à Chelsea, à United, il était tout le temps dans les rumeurs, dans les, dans les gros clubs. Et ouais, au final, sa carrière est pas ouf. Et donc, il a gagné une petite Ligue des Champions. Il non, fait un doublé. après le Barça, on peut dire. Ouais. Après le Barça, il n'y a plus rien. Bah, il a fait une sélection espagnole dans laquelle. Chier. Enfin, pardon. Ouais. Enfin, non. Ça, Oh, la pardon. démonétisation, carrément. Hop là, on va biper ça. Non, dans le sens, je veux dire juste que sa sélection espagnole, c'est une des pires des dernières décennies, quoi. Mais comment ça? Oui, mais par rapport au matériel qu'il avait, les gars. Je comprends pas. Vous reprochez à un mec qui Non, qui doit faire avec Daniel Mo et Ferran Torres au lieu de David Villa et Andrés Iniesta. Et donc, du coup, ou même l'autre Torres, j'ai oublié son prénom. Comment comment? Ferran Torres. Non, le vrai Torres. Fernando. Fernando Torres. Je me disais, c'est. Mais bon, bref, c'est quand même pas le matériel de base. Hein, donc, et il arrive à taper une demi-finale d'Euro dans laquelle il est bien meilleur que l'Italie et il se fait emmener au péno et c'est là-dessus qu'il. Dans un Euro claqué. Justement, Mais dans un Euro claqué que ni la France ni l'Angleterre n'a réussi à gagner. Hein. Moi, je te parle justement de cette demi-finale d'Euro. Ouais. Certes, dans le jeu, il est meilleur que l'Italie, mais tactiquement, il se fait bouffer, tout simplement. Et comment ça, tactiquement, il se fait bouffer? Bah, Moi, bien je sûr. Par l'Italie, ouais. Bien sûr, il se fait endormir sur toute la deuxième période des prolongations. Il se fait endormir sur toute la deuxième période de manière générale. Je n'ai pas vu une Espagne aussi dominatrice qu'on peut le penser. Non, mais avec J'ai vu. Moi, je ramène à ça. Moi, je te parle simplement de ce qu'il propose tactiquement. Et il pourrait proposer bien plus que ce qu'il a proposé. Son Espagne, c'était le stéréotype de ce qu'on voit en Liga ces dernières saisons, c'est-à-dire un jeu préfabriqué où il n'y a pas la place pour la créativité. Et je ne vois pas ce qui est impressionnant là-dedans. Une caricature, Ouais, alors là, je te rejoins. Mais attends 2 secondes. Juste vraiment pour revenir à ça. Qu'est-ce que tu lui reproches? Donc tu lui reproches ce style de jeu, j'ai bien compris, mais par rapport au matériel qu'il avait, est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu aurais fait de différent par rapport à lui? Parce que vraiment, envoyer des centres sur Dani Olmo et enfin, il n'y avait pas de neuf dans cette équipe, il n'y avait même pas de bons joueurs offensifs. Morata, c'est quand même c'est qui Morata? Un numéro 9. Hein. C'est un numéro 9. Respecte un peu Morata quand même. Non, mais c'est qui Morata? Il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à s'imposer dans un club quand il va? Champion et tout. Non, mais bon, comme élément prépondérant. Moi, je vais te parler simplement des faits et je trouve que son Espagne n'est pas aussi nulle sur le papier que celle que tu peux vendre. Rappelle-moi la charnière centrale. À l'Euro, Eric Garcia. Mais regarde ce qu'a fait l'Italie à l'Euro. Est-ce que l'Italie a une bien meilleure équipe que l'Espagne? Je ne crois pas. Bien sûr, pas du tout. Quand même, avec déjà Monsieur Marco Verratti. Mais attends, un Jorginho qui sort d'une Ligue des Champions où il a quand même une place prépondérante, une charnière centrale avec Monsieur Giorgio Chiellini, un gardien qui savait arrêter des ballons aériens à l'époque. Attends, mais Rodri et son nom vient de m'échapper. Pedri, Gavi. Voilà, tous ces joueurs-là. On est d'accord que c'est niveau Ligue des Champions et il y en a un qui vient de gagner avec des champions. Pedri, il a fait l'Euro, il a fait sa première communion juste derrière. Enfin, il me semble que c'est Pedri, ouais. ça fait quand même 3 ans qu'on le cite parmi les meilleurs. À l'époque de l'Euro. Bah justement, ça fait 3 ans. Et là, c'est Gavi, il me semble, qui a remercié Luis Enrique pour la Ligue des Nations qu'ils ont remportée. Sinon, ok, on sort de ce duo-là. Je peux te parler de Koké, je peux te parler du joueur qui était prêté à Chelsea là, de l'Atlético Madrid, je sais plus. Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez, voilà, qui sont bon. À l'époque des faits, Saúl Ñíguez n'est pas le meilleur milieu central du monde, mais il y a quand même un sacré potentiel rien qu'au milieu de terrain. Tu as une défense qui tient à peu près la route. Non, moi je la trouve pas ouf la défense. Regarde, demande les supporters du Barça, ils en peuvent plus d'Eric Garcia. C'est pas oui, mais pour moi, premièrement, le débat il n'est pas forcément sur ça, parce que dans le sens où peu importe si l'équipe est bonne par rapport à l'entraîneur ou quoi, on a vu des équipes comme le Maroc à la Coupe du Monde, avec tout le respect pour les joueurs marocains, qui arrivent à faire une demi-finale en ayant peut-être quelques joueurs extraordinaires sans plus. Et donc pour moi c'est pas sur ça que je vais le juger en fait, Luis Enrique. C'est vrai que sur l'Espagne,
Il faut aussi être honnête, Alex. C'est pas le Grand Espagne, mais si tu regardes les sélections européennes, c'est pas la pire non plus, tu vois. Et qu'au niveau résultat, à part une demi... J'en trouve 5 meilleurs. D'euros. Ouais, d'accord, mais il fait qu'une demi d'euro. Il se fait éliminer en huitième de finale de la Coupe du Monde. Il fait la finale de la Ligue des Nations, et c'est tout, tu vois. Et avec un jeu pas terrible. Donc sur ça, on a le droit de le juger. Non, pas terrible. Après, pour moi... Pas terrible, c'est dur. En fait, un jeu de passe un peu caricatural, je comprends. Alors, pour arrêter de parler de la sélection espagnole, Vas-y. moi, je vais t'expliquer ma vision. Je sais pourquoi ils vont chercher Luis Enrique. Parce que, comme Quentin il l'a dit, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver une formule dans un vestiaire où il y avait énormément de personnalités, de cadres, où il y avait énormément de stars et la fameuse MSN qu'il fallait gérer. Et genre quand Luis Suarez arrive, je suis désolé, il arrive après 6 mois de suspension, il fallait trouver la complémentarité entre ces joueurs. Il a un énorme chantier à ce moment-là, et je pense que c'est ça que les dirigeants parisiens aujourd'hui ont identifié en Luis Enrique. C'est bon, ben voilà, nous on va lui donner un chantier plus ou moins similaire, enfin un peu moins prestigieux quand même, mais où il va pouvoir coller les cases et créer un puzzle qui va être cohérent. Après, moi, là où je reproche au PSG, c'est pas forcément sur Luis Enrique en lui. Pour moi, c'est pas un mauvais coach. C'est certainement pas un grand coach non plus. Mais c'est en fait que pour moi, cet été, il y avait peut-être d'autres opportunités de coach qu'il fallait aller voir. On en a discuté ici quelques fois. Pour moi, il fallait aller chercher Mourinho. Et il fallait aller chercher un coach d'un calibre supérieur. Et c'est là où je suis un peu déçu du PSG. C'est qu'après l'échec de Galtier, j'aurais pas pris un nouveau risque. Et pour moi, Luis Enrique... c'est un risque. Moi, je vais te dire pourquoi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Déjà, tu reproches à Luis Enrique son jeu. Je trouve que de prendre Mourinho comme alternative, c'est pas le cas. Tu reproches à Luis Enrique de pas avoir fait grand-chose depuis le Barça. Qu'est-ce qu'a fait Mourinho depuis une deuxième place avec Manchester United? Maintenant, je vais dire, pour moi, honnêtement, pourquoi Luis Enrique déjà il a gagné une finale européenne et la deuxième il échoue en finale au tir au but avec la Roma quoi. Mais avec la Roma, ok, ils ont gagné la Conference League et après il a réussi, mais dans le jeu c'était tellement pauvre et parfois c'était caricatural aussi. Genre je préfère le jeu de Luis Enrique que celui de Mourinho, excusez-moi. Alors oui, il y en a un qui a fait des demi-finales et un qui a réussi à gagner la C3. Bon après chacun jugera. Maintenant je vais vous dire, moi, mes arguments pour lesquels, selon moi, dans les entraîneurs disponibles, et sachant que Zidane avait dit non, c'était le meilleur choix. C'est une question de management. Il a un charisme, il a de la personnalité, c'est un meneur d'hommes, il l'a montré déjà dans le passé. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à son arrivée au Barça à s'opposer à Messi, à lui demander des choses. Genre, on ne touchait pas à Messi au Barça. Il y a eu un mini clash. Messi a décidé de le garder et il a réussi à embarquer les gens avec lui. Mais il a mis Xavi sur le banc. Il vient avec un staff compétent, contrairement à Nagelsmann qui n'avait même pas un adjoint. Là, le mec, il arrive avec Rafa Paul, qui est un des meilleurs préparateurs physiques. Il arrive avec un analyse vidéo. Il arrive avec un staff qui est déjà établi dans un vestiaire qui est bien hispanique, donc ça peut matcher. Deuxièmement, il a l'expérience des grands clubs. Il est allé au Barça, dans un club où il y a... Oui, mais c'est même en Espagne, c'est quand même une grande nation du football. C'est au moins un club ou une sélection à forte pression. C'est quelqu'un donc qui a eu aussi l'habitude de diriger des équipes qui sont dominantes dans leur championnat, ce qui est inhérent au PSG. On ne peut pas avoir un coach comme moi. Mourinho, le problème qui me posait aussi, c'est que c'est Mourinho qui s'adapte aux équipes adverses, alors que le PSG, de par sa situation en club, doit imposer son jeu en truc. Et le dernier truc, c'est le modèle de jeu. C'est un mec qui est capable de faire des choix radicaux. Quand il arrive au Barça, il casse le tiki-taka et qui a une cohérence dans son modèle de jeu, peu importe les avis médiatiques. Contrairement à Galtier qui, à la fin, avait renoncé à tout sauf à plaire aux médias et à essayer de sauver son image, là, on a un coach qui n'hésite pas à s'opposer aux médias et au moins à aller au bout de ses idées. Dans un monde où il va falloir gérer les cas Verratti, Neymar, etc., ce sera peut-être utile. Voilà pour moi, selon moi, les grands arguments que j'ai pour justifier le choix de Luis Enrique et pourquoi il me convainc sur le papier. Je ne dis pas qu'il va réussir, je dis que voilà, je trouve que dans les grandes lignes, il répond à des vrais critères. Mais après... Ça s'est pas très bien terminé avec l'Espagne quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à la presse, mais ce qui s'est passé avec l'Espagne, je suis pas sûr que ça le serve autant que ça dans sa cause. Hein. Je veux pas dire qu'il faut s'opposer à la presse pour s'opposer à la presse. Ce que ça me dénote, c'est un signal de mec qui a pas hésité à mettre Sergio Ramos
qui n'a pas pris Sergio Ramos dans son équipe, malgré l'aura. Et voilà, typiquement sur une demi-finale d'Euro, vu son jeu, vu le jeu qu'il pratiquait, donc un jeu mais de je te parle simplement de cadre là. Ouais. Là, il avait aucun cadre à l'Euro et ça s'est vu. Tout simplement. Il a perdu aussi parce qu'il avait un manque d'expérience et un manque de joueurs de caractère. Mais quand tu prends des cadres qui sont pas performants, c'est toujours pire que tout. Comme Thierry Henry à la Coupe du Monde 2010, etc. Ça fout le bazar. Ça peut être contre-productif. Au moins, Sergio Ramos, il n'y a pas un seul match qu'il a manqué avec l'Espagne. C'est un joueur comme... Je sais qu'on peut l'apprécier ou non, mais Harry Maguire, je l'ai jamais vu sortir une très mauvaise performance avec l'Angleterre. Typiquement, c'est des joueurs qui, dès qu'ils sont en sélection, ils sont capables de hausser leur niveau de jeu et de montrer l'exemple à des joueurs qui sont peut-être avec 10 ans de moins, 15 ans de moins peut-être pour un Gavi ou un Pedri. Et je pense que c'est ce genre de joueur qui lui a manqué par le passé. Gérer 30 mètres dans ton dos quand tu es Sergio Ramos et que tu as les problèmes. Tu n'as pas besoin qu'il soit titulaire, hein. Ah, je pense que tu prends pas dans un vestiaire, c'est un joueur indispensable à mes yeux. Ok, bah écoute, bon, c'est un avis qui se défend. En tout cas, on a tous pu exprimer le nôtre. Je pense que on peut passer maintenant à la projection vers le futur de Luis Enrique. Maintenant qu'il est au PSG, il a un effectif à reformer, à refonder. Les gars, Davy, je vais te lancer un petit peu là-dessus en premier. C'était une des premières, un des premiers points que tu voulais aborder. Donc, pour toi, c'est quoi l'enjeu de Luis Enrique là-dessus? L'été est déjà très animé. On a peut-être 5-6 recrues déjà prêtes à être annoncées pour le PSG. Je me questionne d'ailleurs quelle implication a eu Luis Enrique dans ces dossiers-là, parce que ça peut vraiment faire problème. Et que c'est des recrues qui ont déjà été bouclées avant même l'arrivée de Luis Enrique. De ce qu'on entend, aucune de celles qui sont bouclées a eu l'aval vraiment officiel de Luis Enrique, mais sur les pistes qui arrivent maintenant, c'est donc Gabriel. Oui, ça j'imagine. Mais il y a déjà 6 joueurs déjà recrutés, ce qui fait beaucoup. Il y a pas mal de joueurs à faire partir aussi. Donc ça, on va voir aussi l'impact là-dessus. Donc il y aura un été très, très, très mouvementé. Tu as cité le problème de 3 énormes cadres aussi. On pourrait même ajouter Kimpembe peut-être à ça. Donc on a Verratti, Neymar. Je le mettrais pas dans le même panier. Non, mais Verratti, Neymar, Mbappé qui sont dans une situation où on ne sait pas très bien. Bon, Mbappé, ça va se régler assez rapidement. Mais il va probablement partir. Et Verratti sera titulaire s'il reste au PSG. Oui, voilà, mais on ne sait pas s'il va rester et quel statut il aura. Oui, probablement titulaire, mais à voir son état de forme. En tout cas, s'il répond aux exigences de Luis Enrique. Voilà, c'est ça, dans quelle forme il sera. Et après, le cas Neymar aussi, qui n'a pas joué depuis 7 mois et qu'on va voir un petit peu dans quel état il va revenir à la pré-saison. Qu'est-ce que Luis Enrique a comme ambition avec Neymar? Est-ce qu'il va être un joueur clé de cet effectif ou est-ce qu'il va essayer de le dégager ou est-ce qu'il va avoir un rôle mineur? Quel joueur il va vouloir aller chercher Luis Enrique? Donc il a vraiment un gros chantier, c'est le cas de le dire, surtout sur l'été et sur le mercato, de quelle équipe il va vouloir construire parce que il y a besoin de qualité, il y a besoin aussi de profondeur, ce qui a cruellement manqué au PSG la saison dernière. Peut-être moins qu'avant, Davy, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais on passe d'une Ligue 1 à 20 clubs à 18 clubs, donc ça fait 4 matchs de moins par an. On n'a plus de Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, le PSG n'est plus dans une saison comme avec Laurent Blanc où il y avait 60 matchs. Ça, c'est sûr. Mais la saison dernière, tu vois un match de Ligue des Champions, tu regardes le banc du PSG, c'était à pleurer. Ah, je suis d'accord. Et ça, 34 ou 38 matchs, ça ne fait pas la diff. Non, mais au lieu d'avoir peut-être 25 joueurs, il faut avoir un effectif de 25. Peut-être que là, entre 15 et 18, ce serait bien. Ouais, mais il y en avait 12, quoi. Tu vois non, c'est là où je veux dire. Non, c'est ça. Je veux dire, combien de fois il n'a pas dû sortir des jeunes quand il ne voulait même pas, Galtier, ou combien de fois il avait des bancs. Le nombre de blessés, je pense qu'un effectif même à 20 joueurs. Voilà, moi je pense qu'il a besoin. Je parle de 18, de 15, peut-être de 15 joueurs vraiment quasi titulaires qui se tirent la bourre. Et après, un complément de 5 à 8 joueurs. En tout cas,
dans une rotation qui sont des jeunes. Il va devoir allier quantité et qualité cet été, quoi. Il faut vraiment 10 joueurs qui arrivent. Non, je pense pas, t'auras 10. Là, il y en a déjà 6 qui sont arrivés, il n'y en aura pas moins de 4 qui vont arriver. Attends, mais Cherendour, il va pas vraiment jouer, etc. Quoi. Il sera peut-être dans le squad. Oui, voilà. Je pense même pas qu'il fera partie de l'effectif pro. Je sais même pas s'il sera dans Ok, mais c'est le seul exemple pour le coup. Mais les autres, ils feront tous partie de l'effectif de près ou de loin. Et il y aura encore des joueurs à aller chercher. Et il y a des joueurs qui vont partir. Donc oui, il y aura besoin une petite dizaine de recrues, c'est certain, pour pouvoir faire un effectif cohérent, dont pas mal de titulaires, parce qu'en attaque, il y a besoin des titulaires. Au milieu, il y a besoin des titulaires. En défense, on les a. Ça y est, les défenseurs ont été recrutés, je pense. Donc voilà, il y a quand même pas mal il y a pas mal de trous à combler, à aller chercher des très gros joueurs. C'est vrai qu'au final, Luis Enrique, c'est quand même un avantage à ce niveau-là, peut-être aussi. Il va pouvoir charmer certains joueurs pour rejoindre le club. Mais voilà, il y a beaucoup de boulot avant même que la saison commence, quoi. Ça, c'est certain. Et il y a un travail qui devrait être énorme, c'est celui de Mbappé, en fait, parce que déjà qu'il reste ou qu'il parte, ça va être un chantier pour Luis Enrique à court ou moyen terme. Ouais, exactement. Pour moi, le PSG, à ce jour et au moment où on se parle, n'est obnubilé par qu'une seule chose, c'est Mbappé. Au contraire de Neymar, justement. C'est que dans toutes les prises de parole, on est obligé d'aborder le cas Mbappé. On a fait une émission la semaine dernière. Ouais, si Nasser El Khelaifi reprend le micro, c'est justement pour répondre à cette question sur Mbappé. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si dès qu'il a répondu à la question, il arrête la conférence de presse. Il avait des messages à faire passer. Et à mes yeux, le PSG a tenté une équipe faite d'individualité où tous les joueurs ne sont pas forcément à la même page et qu'aujourd'hui, ils souhaitent bâtir un projet collectif avec du beau jeu. C'est d'ailleurs un des mots-clés de la conf d'hier, où à la fois Luis Enrique et Nasser El Khelaifi ont indiqué qu'ils voulaient pratiquer du beau jeu avec un collectif fort, etc. Donc on ne sait pas si c'est de la com ou si c'est simplement... El Khelaifi, pour moi, il peut dire ce qu'il veut, voilà. N'importe quoi. Chaque début de saison, c'est le même cirque. C'est les belles promesses, c'est les grandes phrases, Galtier, aucun joueur ne sera au-dessus du projet. C'est Pochettino qui dit gagner, mais avec style. N'importe quoi, c'est chaque année le même cirque et Alexis le mange chaque année, ce cirque. Mais moi, je suis un éternel optimiste, j'ai envie d'y croire. Tous les fans du PSG, cette année, c'est la bonne. Je suis pas venu là pour souffrir. Cette année, la saison dernière, ils avaient renforcé l'institution. Voilà, l'institution est renforcée, personne n'est au-dessus du club, on connaît le cirque. Je me fais détruire. Non, et c'est pour ça qu'El Khelaifi, pour moi, ses interviews, je les... bien sûr, mais bon, si Luis Enrique l'indique, c'est que, a priori, il a envie de construire quelque chose un petit peu collectif. Pareil, on jugera sur pièce, ça, par contre. Mais voilà, complètement. Vraiment, je rappelle Pochettino... gagner mais avec style. J'ai jamais vu un PSG pareil. Ouais, mais bien sûr. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont essayé de construire quelque chose de collectif, de fort, etc. Donc ça veut dire que avec ou sans Mbappé, il va falloir construire l'après Mbappé. C'est que peu importe. C'est que l'après Mbappé se prépare maintenant en fait. Voilà, exactement. Et donc pour ça, il va falloir recruter, mais il va aussi falloir penser à une stratégie un petit peu plus long terme, etc. Si t'es Luis Enrique, Quentin, est-ce que tu dis au club je veux absolument garder Mbappé un an de plus, c'est pas mon problème s'il part en fin de contrat, ou tu te bats pour le garder, ou au contraire tu dis écoutez, moi je m'inscris sur un projet, je préfère qu'il parte maintenant et qu'on reconstruise. Si on me pose la question, je pense qu'il faut qu'il s'arrête maintenant. Parce que si tu as moyen de récupérer un très gros chèque qui puisse te permettre de recruter, je sais pas, je glisse un petit nom comme ça au PSG, un Harry Kane, ce serait un peu... c'est le même... J'ai peur que ce bon vieux Harry ne vienne pas, ne quitte pas l'Angleterre. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est le joueur qui, à mes yeux, s'apparente le plus à ce que Luis Suarez pouvait incarner, c'est-à-dire quelqu'un de très collectif, mais qui soit un artilleur devant le but, quoi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut s'inscrire sur la durée dans un PSG nouveau, où il n'y a plus une seule individualité, mais un vrai collectif qui s'est construit. Et après, ça veut aussi dire que si Mbappé reste, il faut l'inscrire dans un projet beaucoup plus collectif.
Et on voit, par exemple, par ses performances, notamment à la Coupe du Monde, où il peut tout à fait s'inscrire dans quelque chose comme ça, où il est évidemment la star de cette équipe, mais il travaille pour un collectif et l'équipe tourne autour de lui, mais ça marche en équipe. Et ce qui n'est pas le cas. Les chances qui restent, elles sont vraiment tellement minces. C'est pour ça. Quand le président sort comme ça dans la presse. Mais après, lui, il a un contrat. Hein, s'il veut rester et qu'il veut toucher sa prime de fidélité à 80 millions d'euros et sa prime de signature au Real Madrid l'année prochaine, il a le droit. Hein. C'est plus dans les mains de Mbappé qu'on le pense. Et si lui, il veut les chécos, il peut les obtenir. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux renforcer ton institution, comme tu le dis tous les étés, c'est maintenant que tu dois le montrer. Parce que, en tout cas, il a fait le premier pas vers ça. Voilà, exactement. Al-Khalafi, en disant on veut pas qu'il parte gratuit. Après, il y a eu plusieurs prises de position un peu fermes, etc., par le passé, qui n'ont pas forcément. Non, mais puis surtout, tu es en train de. C'est le même avec le mec qui est à vélo et qui se met le bâton dans les roues. C'est eux qui ont proposé la prolongation à Mbappé avec les primes, etc. Donc, complètement. La prolongation de 2 ans. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est bon. Sur l'effectif, etc., est-ce que vous avez des points que vous avez envie d'aborder en plus ou est-ce que vous voulez qu'on passe au lien avec les supporters ? Non, mais juste rapidement, moi je trouve que les recrues qui ont été faites jusqu'à présent, c'est pas du tout suffisant dans le sens où c'est vraiment... En termes de niveau ? Ouais, c'est vraiment des squad players, enfin des joueurs d'effectifs. Je vois pas un joueur là qui pourrait être un des recrues, une des recrues, excuse-moi. Tu parles ouais, parce que Skriniar et Lucas Hernandez, ça... Lucas Hernandez, je le respecte énormément, mais si tu regardes le nombre de matchs qu'il a joué au Bayern, c'est effrayant, quoi. C'est pas si effrayant. En fait, j'ai regardé du coup en préparant l'émission, ça m'a un peu rassuré. Il sort d'une énorme blessure, mais de la même manière qu'il sortait d'une énorme blessure quand il arrive au Bayern. Il fait des grosses périodes et en fait, par contre, il a des grosses blessures. Il a des grosses blessures. Mais il joue plus que Neymar. Quand il joue. Ça, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que voilà, il y a des longues interruptions. Avec l'âge, ce genre de choses, ça ne s'améliore pas forcément. Il a 28 ans, donc ça va encore. Oui, on revient de ce genre de blessure aujourd'hui. Chaque blessure suivante est moins bien vécue que la précédente. Tu vois ce que je veux dire ? Évidemment. Donc, je ne dis pas que ça va être Iñaki Williams non plus. Hein, non, mais je ne compte pas sur lui maintenant en me disant ok, voilà, c'est une valeur sûre pour l'effectif. Moi je pense que le PSG ils mettent pas les 40 millions d'euros qu'ils vont mettre sur lui. Oui, mais c'est là où ils se trompent. Enfin, dans le sens où le Bayern ils ont mis 80 millions sur lui et ils n'ont pas pu compter sur lui comme un joueur majeur. Ils étaient chauds pour le garder et pour le prolonger. Hein, oui, bien entendu. Non, mais donc ça veut dire que quelque part ils sont pas si inquiets non plus. Parce qu'il y a en fait, sur le marché je comprends, mais des défenseurs gauchers de ce calibre, il n'y en a pas énormément non plus. Et il n'y en a pas, vraiment pas. Et il y en a beaucoup qui en cherchent, donc je comprends, tu vois. Mais après, je te dis... Il n'y avait pas Torres quand même. Mais je vois en tout cas là, quand tu regardes un peu les recrues, tu te dis, ok, il y a encore du boulot, quoi. Même Marco Asensio... c'est pas un titulaire. Enfin, j'espère pour nous, mais on verra. Malheureusement pour toi, il y a moyen qu'il le soit, tu vois. Mais c'est malheureux. Tu vois, et donc là, moi, il y a une petite sonnette d'alarme. Bon, on n'est que le 6 juillet, le 5 juillet. Non, mais on est le 6, je te mais si t'attends, mais en tout cas, il y a si t'attends de bâtir ton effectif par rapport à la réponse de Mbappé et que tu laisses jusqu'au 31 juillet. Ils attendaient Enrique et tout ça. Non, mais ils ont déjà lancé des pistes. Non, mais forcément, ils ont déjà lancé des pistes. Ils sont déjà quand même sur la recherche d'un neuf. Forcément. Pendant ce temps-là, tu peux avoir Harry Kane qui va signer au Bayern ou qui va au prolonger éventuellement à Tottenham. Les négociations, ils peuvent s'immiscer rapidement dans des dossiers aussi. Tu peux perdre énormément de temps et de grosses pistes. Parce que tu as trop attendu. On est en début de mercato, les gars. C'est comme ça que Neymar, il arrive bien plus tard à l'été 2017. Mbappé, il arrive limite la dernière semaine. Regarde ce qui s'est passé avec Haaland. Il signe quand, Haaland ? Il signe en tout début de mercato. Parce qu'il avait une clause. Non, mais quand même, est-ce que c'est mieux si tu peux rater énormément de gros coups si tu signes pas tes joueurs. Non, mais parce que Manchester City avait déjà fait le travail avant. Disons que si les premiers indices du début de mercato sont pas très encourageants, tu vois. Et je pense que voilà. Je nuancerais parce que je trouve que s'il y a bien un truc qui n'allait pas au PSG depuis des saisons, c'était la défense. Ou depuis qu'on a perdu Thiago Silva, c'est la débandade. Il fallait d'abord reconstruire là-dessus. Même s'il nous manque des ailiers, j'étais le premier à le dire dans cette émission que l'effectif n'était pas cohérent, mais quelque part là, d'avoir au moins 4 défenseurs centraux qui sont vraiment. Ouais, mais dont 3 qui n'ont pas joué depuis 6 mois. Hein. Comment ça ? Attends, Skriniar, Lucas Hernandez et Kimpembe. Oui, c'est vrai. T'en as pas. Donc t'as un de ces 4 mecs-là qui a joué sur les 6 derniers mois. Hein.
Donc c'est quand même chaud. Il y en a qu'un en 2023 qui a joué, quoi. Et il a bien joué. Hein. Non, mais voilà, donc c'est quand même pas rassurant quand tu sais que le mois d'août approche. Voilà. Tu ne lâcheras rien. Non, c'est pas que je lâche pas, parce que j'aimerais être plus optimiste en fait, tu vois. Ouais. Parce que sur papier, il y a de quoi, tu vois. Tu dis Lucas Hernandez, Skriniar, et puis tu regardes en profondeur, tu te dis attends, mais en fait, Skriniar, il a pas joué un match à l'Inter ces derniers mois. Après, aussi, alors pareil, c'est peut-être pour me rassurer, mais Skriniar, apparemment, l'opération du dos, c'est aussi pour prévenir, enfin, c'est quelque chose en prévention pour qu'il arrive fit pour le PSG. Oui, et il jouait pas aussi à cause de son transfert au PSG, exactement. Où en fait l'Inter l'avait complètement placardé. Pour éviter justement les représailles avec les supporters. Oui, bah voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez déjà du mercato du Paris Saint-Germain jusqu'ici. Je vais vous demander également de commenter sur la venue de Luis Enrique. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que les choix, les discours qu'il a tenus en conférence de presse hier, au moment où on enregistre, vous a convaincu? C'est très important. On fera des screenshots, attention. Oh là là, on va les ressortir. Ouais. On débattra de vos opinions dans les prochaines émissions, comme on l'a déjà fait. Non, maintenant, j'aimerais qu'on aborde un dernier point. En fait, c'est un chantier qui me tient à cœur, en fait, personnellement. C'est pour moi l'une des missions principales de Luis Enrique, et qui ne se fera pas en 6 mois, c'est de renouer le lien entre le PSG et ses supporters. Depuis que je suis né, je suis supporter du PSG, mais j'ai toujours connu le PSG comme le club le plus détesté de France. Depuis 10 ans, enfin même 12, l'arrivée de QSI, on est le club le plus détesté d'Europe. Franchement, j'exagère absolument pas quand je dis ça. Mais en même temps, tu es le club le plus apprécié en matière de marketing aussi. Oui, bah écoute, ça me fait plaisir pour la 5e PSG dans toutes les villes. Ça me fait plaisir pour la 5e avenue monde, et c'est important pour les revenus et pour le machin. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que le PSG ne soit pas l'équipe la plus détestée des supporters du PSG. Depuis 2-3 ans, on a développé une équipe tellement individualiste, tellement anti-collectif que honnêtement, on supportera toujours le club, mais supporter cette équipe, ça devenait dur. De s'identifier à eux, de partager des émotions et un voyage avec eux. Aujourd'hui, c'est important que Luis Enrique, il arrive à ramener ça. Ça passera forcément, en fait, avant même de parler d'objectifs de résultats, c'est la réconciliation avec les supporters. Et je ne parle pas que des ultras. C'est donc forcément... d'amener un style de jeu cohérent. Je lui demande pas, il a parlé de style de jeu offensif. Maintenant, je lui demande pas d'avoir forcément de l'offensif. Je veux juste que ce soit cohérent, que quand on joue défensif et qu'on ait des contre-attaques, on ait une cohérence de jeu, qu'on ait quelque chose, ou quand on voit les joueurs arriver sur le terrain, on ait l'impression qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Le deuxième truc, c'est une exigence et une intransigeance vis-à-vis de tout ce qui se passe au club dans toutes les strates, c'est-à-dire du directeur sportif qui ne doit pas travailler avec un seul agent, jusqu'aux joueurs sur leur lien. Qui doit aussi travailler pour un seul club d'ailleurs. Oui, peut-être aussi, ce serait peut-être utile. Et vis-à-vis des joueurs, qui n'est pas à exiger des entraînements l'après-midi parce qu'ils ont fait la fête la veille. Je pense que ça commencera par ça. Et s'il arrive déjà à réussir cet objectif-là, cette mission-là, le club ira déjà beaucoup mieux parce qu'au moins les choses sont alignées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un point super important dans le sens où les derniers coachs qui étaient au PSG ont été tellement impopulaires, quand on cite Poch et Galtier pour citer que les deux derniers. Et en fait, les joueurs aussi sont super impopulaires auprès des supporters. Et il y a vraiment... On l'a souvent dit, en fait, c'est une addition d'individualité et pas une équipe. Et donc, pour pouvoir charmer à nouveau les supporters, déjà, il va devoir vraiment construire une équipe, des mecs qui sont ensemble, qui se soutiennent. On a vu combien de fois des images où, soit dans la presse, les joueurs ne sont pas forcément tendres l'un envers l'autre, soit quand on les voit aller remercier les supporters, tu vois à peine 1 ou 2 joueurs aller les remercier, les autres qui courent au vestiaire. Tous des signes de mauvaise ambiance qui se sont accumulés. Et puis le jeu qui joue aussi énormément, le style de jeu qui ne plaît pas aux supporters a raison et qu'il faut absolument régler. Après, c'est aussi la proximité et on va dire, être en phase avec les supporters. Parce que les 2 derniers coachs étaient totalement déphasés, je trouve, par rapport aux supporters. Galtier, ça a déjà mal démarré parce qu'il y a quand même pas mal de supporters qui n'étaient pas chauds sur son arrivée, mais sa communication était exécrable.
Ne parlons même pas de la communication de Poch où en fin de saison, on pouvait même plus regarder ses conférences de presse tellement que c'était vraiment... dès la 3e, c'était... Voilà, c'était infernal. Et là, vraiment, le challenge que Luis Enrique va avoir et que pour moi, il est un bon candidat pour ce challenge, c'est sa communication. On l'a vu avec l'équipe d'Espagne, parfois de manière originale, avec les sessions Twitch qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, etc. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être jouer. Je compte sur lui pour apprendre le français. Parce que pour moi, c'est essentiel aussi pour pouvoir charmer les supporters, de pouvoir parler dans leur langue. On a souvent parlé des clans dans l'équipe du PSG auprès des joueurs, etc. S'il va parler qu'en espagnol, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de culture hispanique. Ça peut de nouveau créer des problèmes, des clans, etc. et une mauvaise image vers l'extérieur. Donc j'espère qu'il va apprendre le français. Mais l'un des entraîneurs qui a commencé à parler en français et qui venait d'Espagne... Bah, on a vu ce que ça a donné. Hein. Il a subi toutes les moqueries possibles et imaginables. Alors que je pense qu'avec du recul, ils ont du respect pour lui pour ça. J'espère bien. Mais en tout cas, il y a eu d'autres choses qui ont fait son impopularité. Je pense que Luis Enrique, il a une carte à jouer dans sa communication. Après, c'est vrai aussi que ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ce que tu as dit aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour plaire. Ça veut dire qu'il ne va pas jouer le jeu des médias non plus. Donc c'est à double tranchant. Ça colle avec l'esprit parisien. Oui, voilà, un peu arrogant. Arrogant, condescendant, mais justement, il faudrait arrêter de s'excuser d'être ce qu'on est et quelque part de l'assumer. Ouais. Mais il peut pas se mettre la presse à dos. Parce que ça, on sait qu'après, tu le payes cher quand tu es entraîneur du PSG et que tu te mets la presse à dos. Parce qu'en fin de compte, il dépend quand même de la presse pour pouvoir être populaire. Je vais te dire tout de suite, je te l'annonce maintenant, il se la mettra à dos. L'équipe, ils seront pas contents. Mais c'est ça. Et donc, là, il y a un danger, tu vois. Mais tu verras. Du moment qu'il a les joueurs avec lui... Les joueurs et les supporters. Et s'il arrive à faire passer les bons messages, tu sais, une des forces de Mourinho, c'est ça, c'est de se mettre contre la presse pour se mettre les supporters dans la poche. Et peut-être d'une manière moins démagogique, mais beaucoup plus directe, et ben il y aura peut-être ce lien qui pourra se faire sur le dos de la presse aussi. Ça me fait penser à Tuchel par exemple aussi, où en fait il était souvent, il était quand même assez arrogant après, mais les joueurs l'adoraient, les supporters l'aimaient beaucoup aussi. Il avait cette passion, il avait comme ça. Il allait au charbon, il défendait. Il avait beaucoup d'émotions à chaque fois dans les matchs. Allez-y dans le vestiaire, allez-y. Et puis à la fin des matchs, il allait toujours applaudir les supporters, il avait toujours ce geste, etc. Et donc, je pense que c'est ça que les supporters du PSG ils demandent, c'est exactement ça qu'ils ont envie, quoi. Moi, je crois que ça dépend surtout d'une chose, et je vois toutes vos belles paroles, etc. moi, arrive. Pour de vrai, je pense que la seule chose qui va compter pour les supporters du PSG, c'est les résultats et la manière de jouer. Effectivement, mais c'est déjà deux choses différentes. C'est deux choses qui sont tout à fait complémentaires. Je l'entends bien, et je suis totalement d'accord avec toi. Mais donc du coup, c'est pas seulement le résultat, c'est la manière de jouer. Mais déjà, si tu joues bien et que tu perds 5 matchs sur les 10 ou 15 premiers de Ligue 1, je sais pas si on dira que tu joues bien, en fait. Voilà, exactement. Non, mais tu peux pas. C'est pourtant ce que tu préconise. Non, mais tu peux avoir des matchs où tu vas avoir 70% de possession de balle, jouer très très bien. J'ai jamais parlé de ça, Quentin. Non, mais vas-y, fini, mais j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de projet de jeu cohérent. Ouais, mais je pense que les deux sont liés. Ton projet de jeu, si tu fais 40% de possession de balle et que tu marques 2 buts sur un contre, une attaque placée, et que tu vas finir ton match en ayant un peu souffert, etc. Bon, je vois pas forcément de style là-dedans. C'est simplement. Alors je vais te dire la différence entre le plan de jeu de Poch qui était très anti-spectaculaire, j'allais dire, mais qui gagnait des matchs, parce qu'il en a gagné des matchs et des matchs importants. La différence avec ça, c'est avec un plan de jeu que j'appellerais cohérent et un petit peu plus animé, c'est la niaque, c'est l'envie. On ne sentait pas, on subissait beaucoup trop, et avec Galtier c'était pareil à la fin. C'est-à-dire que tu joues en contre-attaque mais tu subissais, tu n'avais pas l'impression d'être solide défensivement, tu n'avais pas l'impression de tenir, même si... c'est deux entraîneurs qui ont créé un désintérêt auprès même des supporters du PSG. Je sais, c'est ce que je t'explique. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pas parce qu'ils jouaient défensivement, parce que le style défensif, etc., n'était pas
exacerbé par un côté collectif et par une cohérence, par une animation qui transpirait en fait le dépassement de soi. L'Atlético a eu un style défensif au départ qui a charmé toute l'Europe parce qu'ils avaient un côté guerrier grec à la 300 qui défendait et qui donnait tout sur le terrain. Quand l'Inter a quand même fait une campagne de Ligue des Champions là, cette saison qui a quand même réussi à charmer beaucoup de monde parce qu'ils arrivaient à faire déjouer les meilleures équipes aussi d'Europe, et je trouve que c'est quelque chose qui se vaut. Je n'appelle pas un football, j'en ai rien à faire de voir un PSG gagner 70% de la possession de balle mais perdre 1-0 contre Auxerre ou même contre c'est exactement dans la même lignée que ce que l'Espagne a proposé pendant l'Euro et son Espagne et mais même son Barça pendant n'était la pas Coupe du comme Monde. ça. Non, mais je te parle des plus récentes équipes qu'il a entraînées et du style de jeu qu'il a imposé. Et il en a entraîné 4. Sur les 4, il n'y a que l'Espagne qui a eu une possession aussi exacerbée. C'est pas les échos qu'on a de la Roma qui n'a pas été une réussite, mais c'est pas les échos non plus du Celta Vigo qu'il a entraîné avant. Et quand il est venu au Barça, au contraire, avec d'autres profils de joueurs, il n'a pas fait un tiki-taka. Genre, j'aimerais pas qu'on... Enfin, c'est pas parce que c'est son expérience la plus récente que forcément il va reproduire le même système de jeu. La tendance y est. Genre, moi, je suis pas d'accord avec vous. Pas là-dessus. Bon. Okay. Mais bon, après... c'est pour te rassurer. Tout est pour me rassurer ici. Tout est pour me rassurer. Mais bon, on jugera sur place comme vous avez dit, etc. Mais oh là là, je sens que vous êtes prêts à vous l'attendez au tournant quand même. En fait, pas du tout, tu vois. Moi vraiment pas, dans le sens où, en fait, moi, je suis curieux de voir ce que, de base, c'est pas le choix que j'aurais fait. Après, c'est pas moi le président, malheureusement. Mais donc, c'est pas le choix que j'aurais fait. Je suis pas ultra enthousiaste. Mais après, je demande qu'à ça que ça réussisse. En vrai, je suis pas supporter du tout du PSG. Mais je pense que toutes les personnes qui observent le football français ont envie d'un PSG plus attirant. Pas dans les Bouches-du-Rhône, mais après... Non, ok, mais on se comprend, on a tous envie quand même d'un PSG. Le PSG de l'année dernière, moi, ça me fout la haine, en fait, parce qu'il gagne la Ligue 1 avec un jeu dégueulasse, avec des joueurs imbuvables, avec un coach insupportable. Et donc, en fait, tu as une équipe qui domine la Ligue 1 sans vraiment la dominer et qui est en fait détestable, tu vois. Et je pense que j'ai envie de voir un PSG... plus beau, plus sympa, avec un coach plus agréable, plus aimé des supporters, ou au moins aimé de ses joueurs. Et puis des joueurs aussi plus sympas, qui jouent mieux, qui ont plus la rage, comme tu dis, qui ont envie de se battre pour le club, qui ont envie de mouiller le maillot. Et ça, je pense que plein de gens qui regardent le football français aimeraient bien. Et même en Europe, voilà, on a envie de voir un PSG totalement différent. Et je demande qu'à ça que Luis Enrique soit cet architecte de ce nouveau PSG. Même si j'ai du mal à y croire parce que les fondations, elles sont encore les mêmes. On a Nasser El Khelaifi qui est toujours là. Alors que je pense que beaucoup de gens sont d'accord. Non, voilà, mais beaucoup de gens sont d'accord que voilà, son temps est venu et qu'à un moment, il va falloir partir. On a toujours le problème Luis Campos, que personne ne sait ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On sait ce qu'il fait. Il est en train de recruter une équipe à son image, voilà. Comme il l'entend, alors que ce n'est même pas lui l'entraîneur. Voilà, et donc on ne sait pas comment ça va non plus se dérouler dans un truc. Il y a aussi les cas des certains cadres, etc., qui nous inquiètent un petit peu. Les premières recrues, comme je l'ai dit. Donc il y a des signaux qui nous inquiètent. Mais moi, je demande pas mieux à ce que ce soit une réussite, enfin, surtout après tous ces derniers échecs. Poch, on a cru que c'était le bon. Même jusqu'à Tuchel, on a cru que c'était le bon. Poch, on a cru que c'était le bon. Tuchel nous emmenait en finale. Ouais, Tuchel, c'est vrai. Ah ouais. Bon, dans quelle Ligue des Champions, on reviendra pas là-dessus. Mais non, c'est pour ça que j'ai dit on reviendra pas là-dessus. Mais évidemment. Je te signale que la Juve Poch, est éliminée par Lyon. Je sais, Poch. Galtier, c'était vraiment un enchaînement de casseroles et d'ailleurs les transferts précédents aussi, quand tu vois les joueurs qui sont arrivés ces dernières années, à part quelques exceptions, c'est une catastrophe aussi. Voilà, il y a du boulot, il y a du chantier, mais moi j'aimerais bien que ça marche. Je suis pas pessimiste, mais j'aimerais bien que ça marche. Bon, écoute, Quentin, est-ce que tu as une chose à rajouter ? Non, mais ça va dépendre aussi du nombre de leaders qu'il va réussir à trouver dans cet effectif-là. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans cette équipe. Voire pas du tout. À l'heure où on se parle, peut-être Skriniar, c'est le vrai leader qui vient d'arriver. Peut-être. Ouais, mais Lucas Hernandez sur le terrain, c'est pas un Pogba par exemple. Je trouve que tu vois à quel point avec la France il a été leader. C'est quelqu'un qui remue les troupes. Par ça, Arne qui est un leader au moins d'exemple, quoi.
Ouais, bah. Je t'ai jamais vu aussi sceptique. Non, je vois pas aujourd'hui, au moment où on se parle, je vois pas énormément de leaders dans cette équipe et je pense que ça va être la vraie clé de son nouveau PSG. C'est d'instaurer des leaders, trouver des joueurs qui soit passent un cap, soit se séparer d'eux. Typiquement, je pense qu'un Marquinhos, s'il passe pas un cap cette saison, il va falloir que ça fait longtemps qu'on attend. Exactement, c'est ça. Et pareil pour Verratti, parce que Verratti, il est sur sa trentaine et on ne sait pas s'il va en rester encore. Voilà, exactement, comme tu l'as dit. 32 ans, c'est fini. Et typiquement, s'il y a des Gabri Vega qui arrivent, s'il y a des Vitinha déjà dans l'équipe, si ces joueurs-là qui sont arrivés ou qui vont arriver potentiellement passent le cap que Verratti n'a pas forcément passé dans le leadership, voilà, et même par la performance. Il y a des matchs où il a été un leader de performance, mais je trouve pas que sur la durée, sur une saison en tout cas, ce soit un leader de performance. Verratti ou Lucas, pardon. Non, le Verratti, ouais. Et non, mais il y a des excellentes périodes. Verratti, je laisse passer. Non, il y a des excellentes périodes dans sa carrière au PSG, mais sur la saison, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui doivent passer ce cap. Et peut-être Neymar, mais je pense que c'est déjà trop tard. Mais après, c'est que mon opinion. Mais si lui arrive à garder de la stabilité, trouver peut-être un bon physique, etc., ça peut être un leader de ce nouveau PSG, en tout cas ce nouveau cycle. Et donc voilà, ce recrutement doit être fait également en conséquence, en recrutant des leaders, soit par le vestiaire, etc., soit par la performance. Ok, très bien. Dites-nous en commentaire quel leader, quel ajout en leadership vous iriez chercher sur le mercato qui pourrait combler un manque sportif. En attendant, je pense que je vais vous remercier, les gars. Merci. David. Merci Quentin. Merci Joseph à la technique comme d'habitude. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Top 90. On vous retrouve très très vite et toujours au top. Merci beaucoup. En attendant, abonnez-vous. Ouais, t'as déjà dit 2 fois. On s'en fout.